tout au bout de la table, je vous présente donc Stéphanie Martin, qui est la responsable du bureau donc, de l'orientation et de l'insertion de l'Université Perpignan via Domitia. Ici, dans l'assistance, qui interviendra en fin de présentation, François Mirabel, qui est justement directeur du service SQOIP de l'Université de Montpellier. Jean-Patrick Respo, ici le deuxième sur la droite, vice-président formation Université de Montpellier. Alexis Van de Vetter, au milieu de la salle, de la table, pardon, vice-président étudiant Université de Montpellier. Edgar Bruel, à ses côtés, vice-président étudiant Université Paul Valéry Montpellier 3. Ici, tout de suite, à côté de moi, donc Julien Vidal, vice-président formation Université Paul Valéry Montpellier 3. Patricia Giovannini, tout au fond, chargée de mission aide à la réussite Université de Nîmes. Nicolas Leroy, ici présent, vice-président formation Université de Nîmes. Et enfin, je me présente, donc Marc Deder, directeur du service QOIP Université Paul Valéry Montpellier 3. Alors, réussir à l'université, donc c'est justement tout un ensemble de dispositifs, mais surtout toute une démarche. Toute une démarche qui est la démarche du futur étudiant avant tout, puisque l'étudiant va choisir au niveau du lycée quels vont être, bien sûr, son choix de formation dans l'enseignement supérieur, à l'université, bien évidemment, parce qu'ici, on ne parlera que de l'université. Donc, c'est ce que vous faites aujourd'hui, par exemple, au Salon de l'enseignement supérieur aujourd'hui, c'est typiquement cette démarche-là, qui est déjà une façon de réussir à l'université. Ensuite, c'est de s'adapter, de travailler. On va voir qu'on va développer ce point dans quelques minutes. S'adapter, travailler, c'est justement aussi une prérogative tout à fait essentielle des règles de base qu'on va vous rappeler, qu'on vous rappelle depuis, certainement depuis le collège, mais qui, aujourd'hui, prennent tout leur sens. C'est aussi être accompagné. On va voir que de plus en plus, l'université offre des dispositifs d'aide à la réussite et nous insisterons sur ce point. S'accomplir, évidemment, l'accomplissement de l'étudiant, c'est sa vie étudiantine, c'est à l'université, c'est sur le campus et c'est aussi en dehors du campus. Et enfin, se projeter, c'est comment je vais pouvoir, justement, après ma formation, quels sont les choix possibles, quelles sont les options possibles en matière d'insertion professionnelle, notamment. Alors, sur le premier point, s'adapter et travailler, c'est justement un point qui peut être tout à fait symptomatique de ce qu'il faut et de ce qu'il ne faut pas faire. Il n'y a pas des recettes, mais j'aimerais donner la parole tout de suite à nos deux vice-présidents étudiants, qui eux sont étudiants. Les deux personnes que vous avez devant vous, ce sont de vrais étudiants en chair et en os, et ils vont pouvoir vous donner quelques éléments sur la façon de travailler et de s'adapter à l'université. Alors, Alexis ou Edgar? Oui, alors ça peut paraître assez bête de dire qu'il faut travailler à l'université, puisque c'est ce qu'on vous répète depuis des années, mais il y a un élément quand même qui est important, c'est que le travail à l'université, il est radicalement différent du travail au lycée ou au collège, parce que c'est avant tout un travail personnel à la maison ou dans la chambre de CTU ou à la bibliothèque universitaire, et aussi en cours. La différence entre l'université et le lycée, c'est qu'une partie des cours, vous n'êtes pas obligé d'y aller, on ne va pas contrôler votre assiduité pour les cours magistraux. Donc vous aurez peut-être tendance, notamment quand arrivent les beaux jours, à préférer aller faire un tour en ville plutôt que d'aller en cours. Mais il y a quelque chose qui est très important, c'est de s'accrocher, de quand même aller en cours. Parce que ce qui change par rapport au lycée, c'est qu'il n'y a pas un suivi. On ne va pas venir vous chercher si vous ne venez pas en cours. Or, on le remarque très bien, les gens qui réussissent leurs années, c'est les gens qui sont allés en cours. Et qui ont fourni un travail important chez eux. C'est les grosses différences qu'il peut y avoir par rapport au lycée. Je sais pas si tu veux dire... Puis ce qui va être différent du lycée, c'est que vous allez devoir vous adapter à ce que disait Edgar, une nouvelle forme de formation. Vous allez donc c'est vous qui allez devoir aller en cours, c'est vous qui allez devoir construire ça, et donc vous allez devoir être autonome et construire cette autonomie. Donc ça ne va pas arriver en 2 semaines à la rentrée. Et l'université va pouvoir vous aider
à cette adaptation. Puis aussi en construisant aussi un réseau d'amis, en allant dans les lieux phares où vous pouvez étudier, dans les bibliothèques universitaires qui ont des horaires étendus. Voilà, vous allez pouvoir construire et vous autonomiser petit à petit. Aussi l'autonomisation, ça passe aussi parce que souvent on quitte le milieu familial, on va en CTU, on va dans son propre appartement, donc il y a tout à apprendre en même temps. Mais commencer à apprendre à travailler, c'est vraiment le plus important et à s'y mettre le plus tôt possible. Alors, c'est vrai que s'adapter, travailler, c'est aussi, par exemple, tout ce qui va concerner l'enseignement de méthodologie. C'est-à-dire que, en général, en première année, dans tous les établissements universitaires de l'Occitanie, on va vous proposer des modules de méthodologie du travail universitaire. Typiquement, ce type de module-là va vous permettre de vous organiser, d'appréhender toute, pas la complexité, parce qu'on ne parle pas de complexité, mais de vous acculturer, de vous adapter au milieu universitaire. C'est plutôt un problème d'adaptation. Les capacités des étudiants en général sont bonnes. La question, c'est leur capacité d'adaptation à cette logique-là, hein, de se mettre en situation de travail. Et puis, être adaptable et s'adapter à l'université, c'est aussi ne pas rester dans l'entre-soi, ne pas rester sur votre sentiment personnel. C'est aussi aller vers l'autre. C'est aussi discuter avec les autres étudiants de la promo. C'est aussi petit à petit vous familiariser avec vos camarades. C'est aussi la possibilité d'échanger un certain nombre de notes de cours, etc. C'est comme ça que ça va fonctionner. C'est comme ça que vous allez pouvoir petit à petit vous mettre en situation d'appréhender ce système universitaire. Alors, un autre élément, un autre sujet sur lequel on souhaitait vous donner un éclaircissement, en tout cas une petite compréhension de la façon d'appréhender l'université, c'est justement toutes les formes d'accompagnement que les établissements vont mettre en place. Alors cet accompagnement, bien sûr, il y a tout un ensemble de dispositifs, ce qu'on appelle des dispositifs d'aide à la réussite. Alors là, je vais donner la parole autour de la table aux collègues qui sont en charge de cette réflexion, de cette mise en place des dispositifs d'aide à la réussite. Et peut-être commencer par Julien. Julien, comment l'Université Paul Valéry, et de façon générale, comment aujourd'hui, depuis 2 ou 3 ans, les dispositifs d'accompagnement sont de plus en plus fondamentaux et appréhendent l'insertion et la compréhension et l'acculturation de l'étudiant à son cursus? Alors, bonjour à tous. Donc effectivement, à l'université Paul Valéry Montpellier 3, on a depuis pas mal de temps mis en place des dispositifs d'accompagnement aux étudiants, avec cette année la création même d'une direction des études qui a en charge vraiment cette mission-là, avec de nombreux enseignants référents qui vont prendre en charge cette aide au niveau des différentes filières. Pour donner quelques chiffres, sur Montpellier 3, c'est près de 1300 étudiants qui sont... à qui on propose ces dispositifs. C'est près de 18%, il y a près de 7000 étudiants en première année, donc c'est des gros effectifs. La majeure partie d'étudiants qui sont aidés le sont aussi dans des filières spécifiques, notamment toutes les filières artistiques chez nous, théâtre, cinéma et arts plastiques, dans lesquels l'accompagnement est proposé à tous les étudiants. Donc on a maintenant effectivement un petit peu de recul sur ces dispositifs-là. Au passage, on remercie parfois la réglementation, puisque la loi OR nous a permis des financements importants pour mettre en place ces dispositifs. Et on a pu constater, avec le recul maintenant de quelques années, que ça améliorait de au moins plus de points. C'est-à-dire qu'un étudiant qui est aidé et qui vient au soutien, on va dire, par rapport à un étudiant qui ne suit pas ce soutien, c'est en général plus de points sur la moyenne de l'année. Donc c'est quand même pas rien. Il est vrai que vous avez peut-être connaissance, parce que, comme on vous l'a indiqué, de la possibilité d'être inscrit en WICI via Parcoursup. Alors je sais que Parcoursup crée parfois quelques réticences, et parfois, en fonction de votre profil, l'université vous a inscrit d'office dans cet accompagnement qui est donc appelé souvent WICI. À l'université Montpellier 3, on a décidé de laisser une seconde chance un petit peu à l'étudiant, c'est-à-dire qu'en général, une fois que l'étudiant est rentré dans la filière,
pour la plupart des filières, au bout de 5-6 semaines, on lui propose un petit test de positionnement qui n'a aucun impact sur sa note finale, mais qui lui permet de faire le point au bout d'un demi-semestre et pour voir s'il suit, s'il est dans les clous ou pas au niveau des compétences. Et là, si jamais il y a des soucis, on est prêt à l'accompagner. Donc rapidement, on a une flexibilité sur ces dispositifs de WICI. Donc même si vous êtes inscrit dans le WICI d'un Parcoursup, ben, n'ayez pas peur. D'abord parce que ça marche, on a vu les effets. Et ensuite, vous aurez la possibilité de démontrer que vous n'avez peut-être pas besoin de cet accompagnement-là. Hein. Donc c'est un WICI flexible, un WICI contraint quand même parce que la présence est ensuite obligatoire pour que ça fonctionne. Et Edgar l'a rappelé pour les enseignements, mais c'est aussi valable pour l'accompagnement. Donc si vous êtes inscrit en WICI, n'ayez pas peur, venez participer et vous aurez quelque chose à valoriser et des points à gagner à la fin de l'année. Bien, merci Julien. Jean-Patrick Respo, donc l'Université de Montpellier, quelle est la réflexion sur ces dispositifs de votre côté? Alors, il y a un point qu'on pourrait souligner, c'est que depuis cette année maintenant, l'ensemble des étudiants se doivent de conclure avec l'université un contrat pédagogique de réussite. Ce qui veut dire qu'il y a une adaptation possible en fonction donc des besoins des étudiants. Normalement, une licence, c'est donc 180 ECTS, c'est 60 ECTS par an, mais il devient maintenant possible de pouvoir mettre en place une sorte de négociation pour qu'une année ne fasse pas 60 ECTS, mais peut-être fasse un peu moins. Et donc ce qui veut dire que la notion même d'une licence en 3 ans n'est plus quelque chose qui existe. On est en train petit à petit de mettre l'université, ou de mettre en place à l'université la capacité de pouvoir s'adapter aux besoins de l'étudiant et à la fonction de son cursus. Donc ce qui veut dire que l'accompagnement en tant que tel prend en compte donc parfois aussi le rythme de l'étudiant par rapport à ce processus universitaire dans lequel il se retrouve. Ça, c'est quelque chose d'assez important à prendre en compte, ce qui veut dire qu'il y a donc cette adaptation de l'institution. Quand on voit l'Université de Montpellier, c'est 40 000 étudiants, donc vous voyez que c'est quand même quelque chose d'assez important. Ben, on fait cet effort-là pour essayer d'accompagner au mieux l'étudiant dans sa progression, parce que c'est ça aussi qui est important. Et pourquoi cela aussi? En fait, on s'aperçoit que les étudiants qui rentrent à l'université ont des origines très diverses d'un point de vue baccalauréat. Et donc, à partir de ce moment-là, on est confronté à ce qu'on appelle l'hétérogénéité des publics. Et donc, par rapport à l'avancée de chacun, ben, tout le monde n'avance pas à la même vitesse. Et ça, c'est un point fondamental par rapport donc, à ce que soulignait Julien. Parcoursup s'est mis en place, il y a les parcours accompagnés aussi, les WICI, et tout ça fait partie donc, de la stratégie pour permettre à l'ensemble des étudiants qui arrivent à l'université de sortir avec un diplôme. Mais que ce diplôme ne soit pas galvaudé et qu'il soit le même pour tout le monde, mais qu'il parfois certains ne peuvent pas l'obtenir et qu'on puisse prendre en compte la vitesse d'obtention donc en fonction des capacités de chacun des étudiants à pouvoir intégrer le savoir que l'on demande. Parce qu'il est évident qu'entre le lycée et l'université, eh bien, il y a une marche à franchir. Et cette marche, parfois, elle est un peu particulière. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, il y a ce processus d'autonomie qui doit être mis en place. Comme l'ont souligné nos chers vice-présidents étudiants, on n'est pas derrière les étudiants pour leur dire travailler. Il faut qu'ils se prennent en charge quelque part. Et les processus qu'on est en train de développer sont là pour essayer d'inciter les étudiants à mieux se comporter par rapport à l'assiduité au travail. Vous savez, je fais des cours encore et je m'aperçois que en première année, il y a un phénomène très particulier à l'université. Alors qu'on va vers les mois les plus froids, il y a un processus d'évaporation des étudiants dans les amphis. Alors que c'est un processus qui est relativement compliqué à comprendre. On évapore quand il fait chaud, pas quand il fait froid. Mais voilà, donc c'est tout ce problème-là auquel on est confronté pour essayer de faire en sorte de conserver les étudiants dans les amphithéâtres. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est en cours, on a déjà une connaissance qui va se faire au niveau des attentes par rapport à l'examen qui sera présent à la fin du semestre. Voilà. Merci. Pour ce qui est de l'Université de Nîmes, Nicolas et Patricia, donc, quels sont vos dispositifs, vos réflexions, les modalités? Est-ce qu'il y a des originalités? J'imagine que oui. Oui.
Alors pour l'université de Nîmes, d'abord je complète et je rebondis sur ce que disaient mes collègues des universités montpelliéraines. Donc la logique de l'évolution de l'université, c'est une logique d'individualisation des parcours, c'est-à-dire que l'université, en effet, va pouvoir proposer un suivi individualisé aux étudiants. Certes, on vous a donné des chiffres qui sont des nombres d'étudiants inscrits dans les universités qui sont assez importants, mais on a mis en place dans toutes les universités donc la possibilité, c'est le contrat pédagogique dont a parlé Jean-Patrick, la possibilité de construire son parcours et de le faire évoluer au cours de son cursus, de changer d'avis. On a le droit de changer d'avis, d'envisager une réorientation, on a le droit de se poser des questions, on a le droit de se tromper également, et cette individualisation des parcours, elle est là pour le permettre. Cette individualisation des parcours, c'est aussi le moyen d'accueillir dans les meilleures conditions des étudiants qui sont dans des situations particulières. Ce sont des étudiants qui sont en situation de handicap, ce sont des étudiants qui sont obligés de travailler à côté de leurs études, ce sont des étudiants qui peut-être ont charge de famille, qui sont sportifs de haut niveau, qui sont artistes de haut niveau. Donc il y a toute une série de publics qui bénéficient, y compris les élus étudiants, des étudiants qui s'engagent dans la vie collective de l'établissement ou en dehors de l'établissement, dans des associations, dans le cadre d'un service civique par exemple. Donc il y a des aménagements qui sont prévus pour ce type d'étudiants également, donc qui s'inscrivent totalement dans cette logique d'individualisation des parcours étudiants. Et puis, bon, Jean-Patrick l'a dit, l'évaporation, ce n'est pas une spécificité de des universités scientifiques, on les retrouve dans les sciences humaines et sociales et on les retrouve également à l'université de Nîmes qui est pluridisciplinaire. Cette évaporation, c'est une réalité et pourtant, en effet, assister au cours, c'est déjà apprendre le cours une première fois et c'est quelque chose qui est donc un vrai atout par rapport à ceux qui se disent qu'ils peuvent très bien travailler sur les cours des autres et bon, qui travaillent plus ou moins du coup sur le cours des autres et qui arrivent en fin d'année avec des connaissances qui sont très limitées. Il y a beaucoup de légendes autour de l'université et notamment sur le fait que la première année c'est une espèce de on se croirait dans la guerre de 14, on avait des étudiants qui seraient des espèces de poilus qui seraient de la chair à canon. Désolé, c'est l'historien qui parle. Donc c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que certes, il y a des taux de réussite qui sont affichés, qui peuvent paraître assez faibles, mais ces taux de réussite ne tiennent pas compte justement de cette évaporation et du fait que les étudiants qui se présentent à l'examen, qui ont été présents pendant toute l'année, quelle que soit la filière dans laquelle ils sont, en fait, ils ont des chances de réussite qui sont de l'ordre de 75%, 60-75%, sans aucune difficulté. Donc il y a vraiment des clichés qui doivent être éliminés. Après, en effet, depuis quelques années maintenant, avec la mise en place de Parcoursup, il y a des aménagements complémentaires qui ont été mis en place. Et là-dessus, je vais laisser la parole à Patricia Giannoni, qui est chargée justement de cette aide à la réussite et de ces accompagnements plus spécifiques pour l'Université de Nîmes. Merci. Du coup, je récupère la charge de mission cette année après une période de formation avec mon prédécesseur Marc-Jean Filière-Ramos qui m'a formé du coup à cette charge. Et quand nous avons parlé ensemble, il a mis beaucoup l'accent sur le fait vraiment du suivi individualisé des étudiants et du fait que chaque étudiant doit trouver un peu sa position, sa place à l'université. Que c'est aussi quelque chose d'amusant. Du coup, il y a Tu en vie étudiant qui est à côté, que c'est très, très important aussi pour la réussite de l'étudiant. Du coup, c'est ce que nous essayons de faire, et en particulier à l'Université de Nîmes, qui est une université définie à taille humaine. Ça, c'est pour les chiffres d'étudiants que nous avons. C'est effectivement proposer plusieurs outils de la réussite, comme entre guillemets, les parcours 8C ou 8+, comme c'est appelé dans notre université. Ou pour les étudiants qui n'ont pas en fait un parcours en adaptation avec ce qu'ils ont choisi de faire à l'université, nous proposons un suivi un peu plus individualisé. Du coup, c'est vraiment un suivi personnel. Ils ont des cours de méthodologie renforcés qui suivent un petit groupe autour des 20 étudiants et aussi un renforcement disciplinaire. Ça ne représente pas un nombre
nombre d'heures, une charge de travail important, mais c'est vraiment la sensation d'être suivi et d'avoir quelqu'un qui peut aider en cas de difficultés ou en cas, par exemple, des questions qu'on peut se poser. D'où l'importance aussi des enseignants référents. Du coup, les étudiants ont la possibilité de solliciter des enseignants référents pour avoir des rendez-vous individualisés et c'est enseigné du coup sur leur possible réorientation aussi. Comme disait tout à l'heure Nicolas Leroy, se poser ces questions, c'est tout à fait normal parce que c'est difficile, c'est ce qu'on veut faire de notre vie. On a les droits de se tromper, de se poser des questions et peut-être on va être réconforté dans le choix que nous avons fait ou alors on décide plutôt de se réorienter. Il y a aussi un outil que nous appelons les semestres relais où nous organisons des ateliers pour justement accompagner les étudiants et vérifier si le choix effectué est correct ou pas. Chercher éventuellement des stages en lien avec les bureaux de la réorientation, les bureaux BA2IP. Du coup, bon, sans rentrer dans tous les détails, hein, parce qu'on veut laisser quand même la place pour toutes vos questions, je mets l'accent sur les faits vraiment de la position prioritaire et favorisée de l'étudiant à l'université et de la prise en charge. C'est vraiment une chance parce que les étudiants sont accompagnés et ils n'ont jamais laissé toutes seules. Et du coup, à n'importe quel moment, vous avez différents outils pour vous soutenir et vous aider dans le choix et dans la construction de votre futur. Voilà. Et je répondrai avec plaisir à toutes questions à ces sujets. Et enfin, pour l'Université de Perpignan, la réflexion sur l'accompagnement des étudiants en général. Alors, les différents dispositifs d'aide à la réussite, on va dire qu'ils vont commencer dès la première semaine de septembre, de toute façon avec l'accueil des primo-entrants, puisque toutes les universités mettent en place des journées d'accueil, des semaines de pré-rentrée, justement où on accueille vraiment les premières années sur le campus pour justement qu'ils s'adaptent très rapidement et se rendent autonomes très rapidement sur l'université avant que les autres étudiants arrivent. Et donc dans ces semaines-là, donc vous allez avoir bien sûr la présentation de tous les services à l'étudiant qui sont disponibles, parce que comme le disaient mes collègues, l'information, donc il va falloir aller la chercher. Donc vous avez des services qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner donc tout au long de vos années d'études, mais il va falloir aller taper à la porte. Ce n'est pas les services qui vont venir vous voir si vous avez des difficultés. C'est à vous d'aller les voir. Donc c'est pour ça qu'il y aura ces présentations donc, de ces services à la rentrée avec des tuteurs d'accueil pour vous accompagner aussi, pour prendre en main le campus. En fonction des universités, bien sûr, les campus sont de plus grands ou plus petits. Donc Perpignan reste un campus quand même à taille humaine, puisque c'est 9000 étudiants sur l'université de Perpignan. Mais ça n'empêche donc prendre ses marques sur l'université, rencontrer les associations étudiantes. Donc en fait, tout ça se fait dès la première semaine de rentrée, qui se fait au mois de septembre. Merci. Et puis, pour terminer sur cette thématique de l'adaptation et de l'accompagnement plutôt de l'étudiant, il y a aussi tout ce qu'on appellerait les ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour réussir votre cursus. Évidemment, il y a toutes les ressources numériques. En général, les enseignements sont aussi dupliqués sur des ressources numériques, ce qu'on appelle les plateformes Moodle. Et il y a même des formations, par exemple, qui vont jusqu'à faire passer des examens électroniquement sur ces plateformes-là. Donc je dirais que c'est des ressources qui sont aussi mobilisées par le corps enseignant, mais aussi avec des supports d'accompagnement, de méthodologie et encore beaucoup d'autres points. Un dernier élément, évidemment, s'adapter et être accompagné au cursus, c'est vraiment la formule suivante, hein, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. L'enseignant qui fait l'enseignement, si l'équipe pédagogique, ce qu'on appelle les personnels administratifs, les scolarités n'ont pas la remontée de vos questionnements, eh bien on considère que tout va bien. Et ça, je dirais que c'est une règle absolue. Hein. Évidemment, dès que vous avez des problématiques particulières d'accompagnement, très vite, il faut solliciter, bien sûr, les dispositifs pour que vous puissiez être accompagné. Un autre thème sur lequel on peut bien sûr avoir une vraie analyse, c'est tout ce qui va concerner la vie étudiante. Et alors là, on va profiter justement de la présence de nos deux vice-présidents étudiants
pour justement avoir cet éclaircissement. S'accomplir, la vie étudiante, c'est quoi pour vous? C'est quoi en fonction de ce que vous avez compris de vos camarades étudiants également? Et quelles sont au final les grandes règles qui permettent d'assurer une vie étudiante équilibrée et sereine pour un jeune qui arrive à Montpellier, à Perpignan ou à Nîmes et qui a quitté sa cellule familiale? C'est quoi les problématiques qu'il y a derrière? La base de la vie étudiante dans une université, donc on peut citer aussi Alexandra qui est vice-présidente à l'université de Nîmes et Jordan à l'université de Perpignan. On travaille tous à peu près dans la même vision, c'est qu'elle est basée sur les associations étudiantes. Donc à l'université de Montpellier, il y en a un peu plus de 130 par exemple, mais c'est à peu près le même nombre dans chaque université. Et c'est sur la base de ces associations étudiantes qu'on peut s'accomplir et qu'on peut passer une vie étudiante en dehors des cours et en dehors de la partie formation où on peut vraiment s'accomplir, parce qu'il y a des associations de sport, des associations culturelles et qui sont en lien aussi avec tous les services des universités autour de la médecine préventive et du sport. Et c'est en s'accomplissant dans ces associations étudiantes qu'on va pouvoir aussi rester sur le campus. Donc quand on reste sur le campus, on va rester peut-être 2 heures de plus pour aller travailler à la bibliothèque le soir. Et il y a vraiment une notion de réussite derrière ça, parce que on s'investit, et donc le temps qu'on peut passer dans les associations, on va aussi le passer sur les campus et passer à travailler. Et j'aimerais enlever 2 clichés qu'on a dans la tête des associations étudiantes. Les associations étudiantes, elles n'organisent pas que les soirées dans les bars le jeudi soir. Et tout ce qui est bizutage en début d'année, c'est vraiment des choses qui sont finies. Déjà parce que c'est interdit par la loi, le bizutage. On a quand même en France quelques événements un peu malheureux chaque année, mais c'est vraiment à la marge. Et on est vraiment dans une notion d'intégration qui est bienveillante maintenant. Les universités, on peut accompagner les associations dans les événements de rentrée. On organise aussi nos propres événements de rentrée. Donc voilà, ces 2 clichés-là, on peut les enlever de la tête. Pour passer des bonnes années à l'université, on les passe avec les associations étudiantes. Ouais, alors pour compléter, en fait, ce qu'on entend par vie étudiante, c'est la vie en dehors des cours et en dehors du travail personnel à la BU ou autre. Et donc ça passe... la réussite, elle passe aussi par le bien-être étudiant. Et lui-même, il passe par la vie étudiante, avec les associations, avec des lieux qui sont dédiés aux associations. Donc c'est les MDE, Maisons des étudiants. Vous en avez dans plusieurs universités. Et c'est très important si vous voulez avoir une vie étudiante sereine, d'avoir aussi cette partie loisirs, détente, mais pas que, parce que les assos étudiantes, c'est aussi de la culture, de l'accompagnement parfois à la réussite plus directement en rapport avec la formation. Et vous avez aussi des associations étudiantes de filière que vous pouvez d'ores et déjà contacter dans votre réflexion sur votre orientation. N'hésitez pas à contacter les assos de filière pour leur poser des questions et avoir le point de vue étudiant sur ce que peut être la filière et sur aussi la vie étudiante qu'il y a dans la filière. Et depuis 2 ans maintenant, on a ce qu'on appelle la contribution vie étudiante et vie de campus. C'est une nouvelle taxe qu'on paye avant de rentrer à l'université. Et cette contribution, elle est faite pour quoi? Elle est faite pour dynamiser cette vie étudiante, mais pour accentuer aussi tout ce qui est accompagnement social, accompagnement des associations comme on a pu le dire, mais aussi accompagnement et service toutes les activités que proposent les services des universités. Et maintenant, on est vraiment dans un développement de la vie étudiante par les étudiants, parce que cette contribution, elle a une notion aussi qui est importante, c'est que les étudiants derrière décident de ce qu'ils veulent pour leur vie étudiante. Donc c'est organisé un peu différemment dans chaque université, mais le principe que l'étudiant décide et puisse proposer des activités pour améliorer la vie étudiante, voilà, c'est un principe qui est fort de la contribution. Une dernière chose, vous avez jusqu'au 15 mai, ça fait partie de l'accomplissement et de la réussite, vous avez jusqu'au 15 mai pour faire vos demandes de bourse et de logement. Or, c'est un élément essentiel pour la réussite, c'est d'avoir un cadre de vie sécurisé, y compris au niveau du logement et des besoins financiers. Donc c'est du 15 janvier au 15 mai pour constituer votre DSE et faire des demandes de bourse et de logement auprès du Crous de Montpellier Occitanie. Peu importe quelle université vous choisissez de rejoindre dans l'ex-Languedoc-Roussillon. Alors, 2 mots d'accompagnement et de complément par rapport à ce qui a été dit. Vivre à l'université, c'est vraiment une vie en tant que telle, puisque vous avez aussi, on n'en a pas encore parlé, mais tout ce qui va concerner l'action du Crous,
qui est aussi tout à fait important, la restauration, l'hébergement, mais le Crous, ça peut être aussi un accompagnement sur certains aspects de la vie estudiantine. Se nourrir correctement, je sais que le Crous fait énormément d'efforts pour apporter des repas tout à fait équilibrés, etc. Donc c'est des lieux justement où la vie estudiantine se matérialise et se vit au quotidien. Et puis il y a d'autres aspects aussi, comme la médecine préventive. On a des services de soins et des infirmiers, voire des médecins sur les campus qui sont aussi là pour vous sortir d'un mauvais pas lorsque vous n'êtes pas bien un jour. Eh bien, il y a aussi ces services qui sont sur les campus et qui vous permettent justement de répondre à vos besoins, pas immédiats, mais en tout cas à vos problématiques de santé ou de conseils auprès de ces agents et de ces services liés aux problématiques de santé. Alors, la vie estudiantine, c'est très bien. On a vu l'accompagnement, on a vu l'adaptation, mais je dirais qu'il y a un dernier thème sur lequel on est également attentif à ce que l'étudiant va produire et ce qu'il attend de l'université. C'est aussi sa projection personnelle et professionnelle. Et surtout professionnelle dans un contexte qui est un contexte tout à fait essentiel, puisque aujourd'hui, l'université a l'obligation de s'interroger et d'agir et de réaliser des vrais objectifs en matière d'insertion professionnelle. Il ne faut pas l'oublier, nous formons des diplômés, nous formons des étudiants diplômés et qui s'insèrent d'une certaine façon dans le cursus, dans l'écosystème professionnel. Alors, là, c'est une réflexion qui est bien sûr un petit peu lointaine pour vous. Vous êtes encore au lycée et on vous parle déjà de l'insertion professionnelle. Mais il faut savoir que ça se construit dans le temps. Ça se construit, ça se mûrit, ça mature d'une certaine façon. Et petit à petit, vous allez pouvoir acquérir des compétences. Et c'est autour de ces objets de compétences que vous allez pouvoir vous appuyer pour construire votre projet professionnel. Dans la plupart des cas, on va vous parler par exemple de stages. Il faut savoir qu'il y a des formations, quelle que soit l'université, Nîmes, Perpignan, l'Université de Montpellier ou Paul Valéry, Montpellier 3, eh bien, dès par exemple le Master 1 et 2, par exemple, on a des formations sur 2 ans avec 9 à 10 mois de stage, avec des expériences professionnelles tout à fait riches. Donc ça veut dire que le souci de l'insertion professionnelle, c'est permanent. Ça s'appréhende dès les premières années avec ce qu'on appelle des modules, par exemple, comme le projet personnel professionnalisé, le projet professionnel étudiant, enfin des formes comme ça, des terminologies comme ça, qui vont permettre justement à l'étudiant de construire petit à petit sa stratégie. Et puis, il y a tous ces efforts que les établissements font pour faire le lien entre l'écosystème économique et social, je dirais, et l'étudiant en termes de formation. Et de ce point de vue, évidemment, il y a un certain nombre de services, c'est ce qu'on appelle les services de l'insertion professionnelle, les services communs universitaires d'orientation, d'insertion et d'insertion professionnelle, qui vont vous permettre justement de construire, d'être accompagné dans votre projet professionnel. Alors je vais laisser le micro peut-être à François, qui est directeur du SCOIP de Montpellier, et après je donnerai la parole à Stéphanie, qui est pour la partie perpignanaise notamment. Alors bonjour à toutes et à tous. Je crois quand même qu'il y a des clichés, on en a parlé tout à l'heure, et il y a un cliché qui est là, très présent depuis de tellement d'années, c'est de dire finalement les universités, c'est des formations pour des futurs chômeurs. On est d'accord ? Vous avez cette vision-là. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment balayer d'un revers de main cette idée-là. Ici, vous avez autour de cette table du service public. C'est 170 € par an, avec des moyens d'accompagnement colossaux, on l'a vu, et des moyens pour vous permettre une très bonne insertion professionnelle qui sont extrêmement importants. Il faut savoir que quand vous payez 170 € par an, eh bien, l'État finance le reste. C'est entre 8 et 10 000 € par an, c'est-à-dire ce que vous, si vous allez dans des écoles privées, vous allez payer si vous passez par des écoles privées pour avoir des services, on va le voir, de meilleure qualité souvent à l'université. Alors, en termes d'insertion professionnelle, premier cliché que vous avez, non, on insère très très bien nos étudiants. Le taux d'insertion professionnelle dans nos universités, 18 mois après l'obtention d'un master, Bac+5,
c'est aux environs de 85 à 95% suivant les filières. On n'a pas à vous donner de mauvais chiffres, on ne paye rien si vous venez nous rejoindre, on ne vous vend rien, on vous donne simplement des chiffres qui sont la réalité. L'insertion professionnelle aujourd'hui, c'est 90% d'insertion professionnelle. Donc premier cliché, à balayer d'un revers de main, oui, aujourd'hui, on insère très très bien nos étudiants. Deuxième élément, souvent un cliché, oui, mais à l'université, ils ne sont pas connectés avec le monde professionnel. Faux, archi faux. Aujourd'hui, nos responsables de master, ils ont des partenariats avec le monde professionnel. On a parlé des stages. Aujourd'hui, en Master 2, les stages sont obligatoires, c'est 6 mois. Une véritable expérience professionnelle qui, évidemment, sera valorisée. Il y a aujourd'hui un quart des étudiants qui trouvent leur job après le stage fait dans une entreprise. Ce sont des réseaux de professionnels avec des responsables de master qui ont des relations très étroites avec ce monde socio-économique. Autre cliché, il faut être dans une école de commerce pour se préparer à savoir faire des CV, des lettres de motivation, des entretiens de recrutement. À l'université, on ne sait pas le faire. C'est faux. Vous allez vous dire, il est énervé celui-là ce matin. Mais c'est une réalité. On est un service public et le service public vous rend ces services-là. Aujourd'hui, dans tous les masters de toutes les universités, on a des préparations avec des professionnels sur les techniques de recherche d'emploi. Comment faire des CV, des lettres de motivation, se préparer dans des entretiens de recrutement. Et ce n'est pas nos enseignants-chercheurs qui le font. Hein, l'idée d'avoir un enseignant-chercheur qui lit un bouquin sur comment faire un bon CV, non, ce n'est pas ça. C'est des professionnels avec lesquels on travaille, des spécialistes du recrutement qui viennent dans nos murs et qui travaillent directement avec nos étudiants. À l'Université de Montpellier, on vient d'organiser une rencontre avec les universités, avec du job dating, du stage dating. Il y avait sur le forum Triolet 1500 étudiants présents, plus de 120 recruteurs. Et ça a été une journée exceptionnelle. Et dans toutes les universités, on est sur ces dispositifs-là. Donc, je crois que c'est vraiment important. Alors, on parle évidemment de réussir à l'université, mais la réussite, c'est aussi la projection qu'on peut faire. Je crois que Marc l'a très bien dit. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut que vous, jeunes étudiants, quelle que soit la discipline que vous allez choisir, vous soyez conscients que derrière, l'idée, c'est de faire des formations extrêmement professionnalisantes et que la richesse de l'université, de vous donner au départ, en L1, L2, L3, une formation très transversale, des bases solides, eh bien c'est pour pouvoir après vous spécialiser dans des masters qui sont très professionnalisants, qui ont une extrême bonne lisibilité auprès des recruteurs et qui vous permettront plus tard d'avoir, je l'espère, et je crois qu'on l'espère toutes et tous ici, une excellente insertion professionnelle et une vie professionnelle pleinement épanouie. Voilà, je ne vais pas lister l'ensemble des dispositifs, mais je crois, et peut-être mes collègues compléteront ce que je viens de dire, je crois qu'aujourd'hui, le service public vous rend évidemment tous ces services. Alors, il faut se les approprier, mais je crois qu'en L1, L2, L3, on l'a dit, et je crois que les étudiants qui vivent aussi à l'université vous l'ont bien dit, appropriez-vous tous les dispositifs qui sont proposés. En master, je crois qu'on vous l'impose encore plus parce qu'on a bien compris que derrière, eh bien, les techniques de recherche d'emploi, elles étaient là indispensables pour valoriser ce que vous savez faire, parce qu'aujourd'hui les recruteurs disent les diplômés des universités sont exceptionnels, mais ils ne savent pas le valoriser. Je crois que le temps est révolu. Aujourd'hui, oui, l'idée c'est de vous accompagner pour valoriser ces compétences et avoir le meilleur visage auprès des futurs recruteurs. Merci François, toujours persuasif, hein, vous l'avez remarqué. Alors Stéphanie, pour Perpignan, donc, je sais que ta mission, enfin ton service sur l'insertion pro est aussi à la pointe comme les autres établissements. Est-ce que tu as des éclairages complémentaires par rapport à ces questions-là ? Alors, après ce qu'on vient d'entendre, bon, je pense qu'il a balayé un petit peu tout ce que font les services d'insertion professionnelle dans les universités. Je dirais que vraiment, ils sont là pour vous accompagner. On vous accompagne, on met toutes les clés de la réussite sur vos années pour avoir votre diplôme et ensuite vraiment pour vous accompagner dans votre insertion professionnelle. Et au-delà de ça, on a aussi créé les réseaux des anciens étudiants, le réseau Alumni, où nous avons donc nos anciens étudiants qui interviennent auprès des étudiants pour les accompagner justement dans leur recherche de stage, pour tout ce qui est aussi la simulation d'entretien de recrutement, les CV, les lettres de motivation. Donc nos anciens étudiants font partie prenante aussi de l'université et des dispositifs d'insertion professionnelle. Même s'ils ne sont plus étudiants, ils restent encore intégrés dans l'université. Bien, merci pour tous ces éclairages. Alors maintenant, c'est à vous. C'est à vous de nous dire quelles sont vos préoccupations, hein, quelles sont
vos questions. Hein, questions, on va tenter d'y répondre. Est-ce que vous avez des questions? J'imagine que oui. Des questions sur aujourd'hui, sur demain, sur l'université. La parole est à vous. Je vous apporte le micro si vous voulez. C'est toujours le premier qui prend la parole, qui est un petit peu... C'est un petit peu délicat, mais rassurez-vous. Allez, une première question. Bonjour, moi je suis la maman d'un lycéen qui se pose une grande question aujourd'hui. Commencer à l'université ou faire une classe préparatoire, avec tous les mythes qu'il y a dans notre société, qu'une prépa va bien mieux préparer, insérer à terme, avoir un réseau, etc., de partenaires pour l'insertion professionnelle future. Alors j'aimerais bien que vous me convainquiez, même si je suis déjà intimement convaincue, mais j'aimerais bien que pour nos jeunes, vous nous donniez des arguments pourquoi on choisirait plutôt un parcours universitaire qu'une prépa. Chers collègues, je vous écoute sur cette question. Jean-Patrick. Alors, pourquoi venir à l'université? Tout simplement parce que l'université est ouverte sur le monde. C'est déjà quelque chose, on est en liaison avec la société. Ce qui veut dire qu'on est certes en train de former des gens pour devenir de futurs citoyens, mais on est surtout aussi en train de les former par rapport à des techniques qui sont toujours de pointe. Il faut savoir quand même qu'à l'université, il y a quelque chose dont on parle rarement, c'est la recherche. La recherche, il y a à peu près 5 à 10% des étudiants qui vont rentrer dans l'université, qui iront dans les laboratoires de recherche et qui feront un doctorat. Donc ce qui veut dire que 90 à 95% des étudiants, inévitablement, on va être obligé de les insérer dans le milieu socio-économique. Donc à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'au niveau d'une classe préparatoire, la formation est une formation qui est relativement, tendue, avec des grosses capacités de travail. À l'université, on demande à l'étudiant de s'adapter finalement par rapport à ce qu'il souhaite faire et à ce qu'il souhaite et ce vers quoi il se projette. Et vous avez bien compris à travers la présentation de François Mirabel que 90 à 95% des étudiants de master sont insérés professionnellement. Donc ce qui veut dire qu'on n'est pas dans une voie de garage. La vitesse de formation est différente, mais à l'issue, l'ensemble des étudiants qui ont travaillé, qui ont été assidus, qui ont été présents en cours, trouvent du boulot. Et à partir de ce moment-là, c'est aussi un des éléments qui est pris en compte par notre ministère lorsqu'il y a le renouvellement des formations, ce en quoi nous sommes à l'heure actuelle complètement impliqués. S'il y a une formation qui n'insère pas ces étudiants, on nous dit attention, pourquoi la garder, à quoi ça sert, ainsi de suite. Donc vous voyez que certes, la capacité de travail au niveau d'une CPGE est une capacité qui est différente de celle de l'université. Mais inévitablement, à la fin, lorsqu'on fera les comptes, je crois que l'université n'a pas à rougir sur la façon dont les étudiants sont insérés professionnellement. Et je crois que ça, c'est aussi quelque chose d'important. Et pour revenir à la recherche, c'est bien dans les laboratoires de recherche de l'université qu'on est en train de préparer le futur de notre nation. On est en train de préparer les 30 ou 50 ans à venir. Donc ce qui veut dire aussi que le côté prospectif de l'université est aussi présent à travers la formation qui est donnée, à travers les cours qui sont distillés au niveau donc, des enseignements. Donc ce qui veut dire qu'on est toujours sur des cours dans lesquels, notamment au niveau master, on est toujours à la pointe de ce qui se fait à l'intérieur des laboratoires. Donc ça, c'est quelque chose quand même d'extraordinaire de voir se préparer le futur de notre nation à l'intérieur de nos établissements. Et juste un complément sur les CPGE, puisque vous aviez cette question-là, c'est que quand vous regardez les taux de réussite des classes préparatoires grandes écoles, ils sont moindres que les taux de réussite en licence. Donc, ce qui veut dire qu'on va, nous, les établissements universitaires, accueillir des étudiants qui sont ceux qui ont fait des CPGE et qui ont, pas échoué, parce qu'il ne faut pas parler d'échec, mais qui n'ont pas accédé à leur choix premier et qui vont rebondir, je dirais, vers une licence
qui est ouverte. Et en général, c'est une licence 2. Hein. Ils ont fait ou une licence 3. Ils ont 2 années de CPGE et ils vont intégrer par équivalence une L2 ou une L3 selon. Voilà. Je pense qu'aussi ce choix entre prépa et université, il est aussi lié à la personnalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est pas les mêmes méthodes de travail. Dans une prépa, vous allez être encadré. La première année, notamment en licence, demande beaucoup d'autonomie, ça a été dit. Donc c'est un choix personnel, on n'a pas à vous convaincre. C'est-à-dire que le service public, il est ce qu'il est aujourd'hui, avec tous les dispositifs dont on parle. Il insère extrêmement bien. Il est à la pointe de la recherche. Quand on parle de transition écologique, transition numérique, je veux dire, toutes les formations qui sont représentées dans nos universités sont dans cette pointe-là, et je remercie Jean-Patrick de l'avoir dit, mais derrière, c'est vraiment un choix personnel, familial, et surtout dans la manière d'appréhender le travail qui va être mené en autonomie ou beaucoup plus encadré. Oui, et vous avez abordé la question du réseau. Je crois que l'université, ça a été dit, hein, mais j'appuie dessus, l'université est loin d'être coupée du monde. C'est fini ça, hein, l'idée d'une université, une espèce de tour d'ivoire du savoir qui serait pas au contact du monde. Les professionnels sont omniprésents dans nos universités. On est un certain nombre, c'est le cas par exemple à Nîmes, où les stages sont possibles dès la première année, des stages d'observation, des stages qui sont l'occasion de créer du réseau, de préciser un projet professionnel. Et le réseau, bien sûr, c'est un réseau professionnel, mais c'est aussi un réseau d'anciens étudiants et l'esprit promo, si vous voulez. Alors évidemment, CPGE, vu la taille des promos, il y a plus cet esprit que dans une première année de psycho ou de droit, cela va de soi. Mais l'engagement étudiant dans lequel j'encourage tous les étudiants, l'engagement, c'est pas forcément devenir vice-président étudiant dès la première année, même ça j'ai plutôt tendance à le décourager, mais c'est participer à chacun avec le temps dont il dispose, chacun avec son envie, participer à la vie collective, et ça c'est des choses qui vont créer un réseau, et un réseau qui va largement dépasser le cadre de l'université. Ce sont des gens avec qui on va rester en contact au-delà de l'université, ce sont des gens qui vont partir dans différentes directions, puisque la vie étudiante, ça permet de mélanger des gens qui viennent de différentes disciplines, et donc d'avoir un réseau qui sera plus tard un réseau professionnel extrêmement utile. On a le temps encore pour 1 ou 2 questions. Si l'assistance a encore une appétence pour... J'arrive. Bonjour. Moi, je voulais savoir comment, après un DUT, on est intégré et on réussit dans la L3. Ou en master direct. Ou en master, enfin, je sais pas, dans l'université, quoi. Donc, le lien DUT et alors, L3. Excusez-moi, les IUT, c'est à l'Université de Montpellier, donc voilà. Alors, la plupart du temps, il n'y a pas de problème par rapport au DUT. Et même, de plus en plus, il y a beaucoup d'étudiants de DUT qui intègrent une formation d'ingénieur. Donc, ce qui veut dire qu'il y a, au niveau des IUT, donc, des conditions de formation qui sont par petits groupes, et ce qui fait qu'a priori, l'intégration, soit en L3, soit en master, est quelque chose qui est quelque chose d'assez simple, sans trop de contraintes. Après, il faut aussi être... au niveau du DUT, non pas en queue de peloton, mais essentiellement dans le haut du panier, quoi. Sinon, après, bien sûr, c'est un peu toujours pareil, quoi, hein. Il y a des étudiants qui font des efforts pour essayer de réussir, d'autres qui en font peut-être un peu moins, et à partir de ce moment-là, ceux qui en font un peu moins, ben, il faut aussi qu'à un moment donné, ils montrent leur capacité de vouloir progresser. Donc si vous mettez au niveau des IUT, comme vous êtes encadré, comme c'est du contrôle continu, et donc ce qui veut dire qu'en permanence vous êtes mis sous pression en quelque sorte par rapport à vos résultats, voilà, si le travail est régulier, les choses se feront de façon tout à fait naturelle. Voilà. Merci. Oui, non, oui. Donc, vous nous avez démontré tout le côté professionnalisant du master et le niveau de certitude qui peut en sortir. La question, c'était quand on arrive donc en L3, quel est le taux de sélectivité en passage en master? J'ai cru comprendre qu'il y avait quelques évolutions en ce sens. Et deuxième élément, si jamais l'étudiant ne passe pas au niveau du master, quelles sont les passerelles possibles qu'il a pour rebondir dans sa vie? Oui, alors, chers collègues. Julien? Oui, bon, c'est effectivement cette
cette mise en place de la sélectivité à l'entrée du master, ou plutôt le décalage à la première année plutôt qu'entre le M1 et M2, a un petit peu changé effectivement les habitudes des étudiants qui, dès la L3, font en sorte d'améliorer leur dossier du mieux possible. À l'université Paul Valéry Montpellier 3, on a 2 évaluations, donc c'est souvent dans cette année-là que les étudiants reviennent en seconde évaluation, puisqu'on prend les meilleures notes des deux. Ils ont bien compris qu'il fallait avoir un très très bon dossier. Alors d'abord, dans toutes les filières, il y a une continuité de service qui est assurée entre la L3 et le M1, donc il y a toujours des M1 qui sont prévus à l'issue de ces L3. Dans le cas malheureux où il y aurait de l'échec, alors les services du rectorat sont là aussi pour accompagner les étudiants et proposer d'autres pistes ou d'autres orientations. Donc on ne laisse pas grand monde sur le carreau entre L3 et M1. Par contre, ils n'ont pas toujours la voie qu'ils ont vraiment choisie. Voilà, faut être honnête. Alors, juste un complément par rapport à ce qu'a dit Julien, c'est que mathématiquement, il y a plus de places en master qu'en licence en France. C'est-à-dire que normalement, la péréquation fonctionne. Évidemment, il y aura des masters qui vont être plus demandés que d'autres, mais pour une même mention, on peut trouver l'équivalent sur une autre université, par exemple. Ce qui veut dire que, si on regarde les universités de Montpellier et de l'Occitanie, comme nous sommes quand même une région très attractive, l'attractivité démographique que l'on a, et peut-être que vous avez dans la salle des parents d'élèves qui sont arrivés il y a peu de temps, on la retrouve aussi côté estudiantine. Donc un étudiant qui voit un master intéressant pour lui et qu'en plus il se trouve en région Occitanie, en l'occurrence ex-Languedoc-Roussillon, ça fait double intérêt pour lui de venir chez nous. Donc effectivement, la plupart du temps, on a quand même beaucoup de dossiers qui viennent de nos promotions de licence, mais également de l'extérieur. Ça, c'est un fait. Et on essaye de trouver une péréquation avec tout ça. Voilà. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Oui, juste, vous êtes ici et vous avez tout à fait raison pour venir chercher de l'information pour un accès à l'enseignement supérieur. Cette information, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher également en amont du master. Et ça, c'est très important. Un master, ça peut très bien être fait dans l'université dans laquelle on s'est inscrit pendant les licences, mais pas nécessairement, parce que chaque université propose des spécialités différentes dans master. Il y a un site qui existe, qui s'appelle Trouver mon master, qui permet d'avoir les informations sur les différents masters existants en France, sur les attendus pour accéder à ces différents masters, sur le nombre de places qui sont offertes pour chaque master, sur les périodes pendant lesquelles interviennent les sélections. Donc toutes ces informations, vous les avez. Donc des étudiants qui sont en 3e année, voire déjà un petit peu en amont, dès la 2e année, qui commencent à se projeter sur le master, je peux que les encourager à aller voir ce site, donc Trouver mon master, qui est très complet et qui est renseigné par chaque université chaque année. Bien, écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Merci, chers collègues, pour votre présence ce matin. Merci à l'assistance pour votre attention. Et puis, bonne continuité, bon baccalauréat pour les futurs lycéens, lauréats lycéens du baccalauréat et futurs étudiants. Bonne journée à vous.